Salam alaikum, je me présente, c'est Brahim Chaouzindin, étudiant en troisième année médecine promo 2019. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours de l'insuffisance cardiaque. On commence par une définition. L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour assurer les besoins de l'organisme. C'est clair. Un rappel physiologique. L'oreillette droite ou bien l'atrium droit est en relation avec le système veineux, exactement avec la veine cave supérieure et inférieure. Le ventricule droit est en relation avec le système pulmonaire, exactement avec l'artère pulmonaire, les artères pulmonaires. L'oreillette gauche reçoit le sang oxygéné des poumons à travers les veines pulmonaires. Et le ventricule gauche envoie le sang dans l'organisme à travers l'aorte. Voilà. Donc la circulation qui va être ça. On a le sang hypooxygéné qui circule dans les veines. Il va être déversé dans l'atrium droit à travers la veine cave supérieure et inférieure, puis le sang hypooxygéné va passer de l'atrium droit vers le ventricule droit, puis il sera transporté vers les poumons à travers les artères pulmonaires, il sera réoxygéné, on aura un sang oxygéné qui va passer dans l'atrium gauche à travers les veines pulmonaires, puis de l'atrium gauche, il va passer vers le ventricule gauche, il sera déversé dans tous les organes, à travers l'aorte et le système artériel. Voilà. Le débit cardiaque, c'est le volume du sang éjecté par le ventricule pendant une minute. C'est le volume de sang éjecté ou bien pompé pendant une minute. Voilà. Il est en fonction de trois facteurs. La contractilité représente les forces contractiles du muscle cardiaque. La post-charge, c'est les forces opposantes à l'éjection du sang par le ventricule. C'est-à-dire, lors de l'éjection du sang, on a des forces qui vont s'opposer à cette éjection. Et l'ensemble des forces qui vont s'opposer à l'éjection du sang, on les appelle la post-charge. Voilà. La précharge, ou bien le volume télédiastolique, correspond au volume du sang dans le ventricule à la fin de la diastole, c'est-à-dire correspond au volume du sang dans le ventricule à la fin du remplissage. Voilà. Le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de battements de cœur par minute. Et le volume d'éjection systolique, c'est le volume qui sera éjecté par le ventricule. Voilà. La fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique. Donc la fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique, c'est le volume éjecté par le ventricule, sur le volume télédiastolique. Le volume télédiastolique, c'est le volume au sein du ventricule à la fin du remplissage. Voilà. Une remarque, l'augmentation de la fréquence cardiaque est le mécanisme majeur par lequel se réalise l'augmentation du débit cardiaque. Cependant, au-delà de 120 battements par minute, il y a un raccourcissement du temps de la diastole, ce qui provoque une diminution du débit cardiaque. عندنا la fréquence cardiaque. Plus la fréquence cardiaque augmente, le débit cardiaque va augmenter. Mais هذه entre 60 et 120 battements par minute. Par contre, au-delà de 120 battements par minute, si la fréquence cardiaque augmente, le temps de remplissage va diminuer. Donc le débit cardiaque va diminuer aussi. Je pense que c'est clair. Physiopathologie. On commence avec l'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique et à fraction d'éjection réduite. Dans ce cas, le problème est l'éjection, c'est-à-dire la systole. Voilà. Le cœur n'arrive plus à pomper le sang pour trois raisons. Soit par une augmentation de la précharge et donc une augmentation du volume télédiastolique, du ventricule gauche dû à une insuffisance mitrale, du ventricule droit dû à une insuffisance pulmonaire ou tricuspidienne.
L'augmentation de la précharge allonge les fibres myocardiques, ce qui provoque une augmentation de la force de contraction. Donc donc on aura une éjection plus complète. C'est-à-dire, plus la précharge augmente, les fibres vont s'étirer et la force de contraction va augmenter. Donc le volume d'éjection va augmenter aussi. Mais ça dans certaines limites. Par contre, si l'étirement des fibres myocardiques va au-delà de la limite, la force de contraction va diminuer. Donc le volume d'éjection va diminuer. Voilà. Soit par une augmentation de la post-charge qui va s'opposer aux forces contractiles. Je pense à des là. La post-charge, c'est l'ensemble des forces qui vont s'opposer à l'éjection. Plus la post-charge augmente, le volume d'éjection systolique va diminuer. Voilà. Augmentation de la post-charge du ventricule gauche due à une hypertension artérielle, sténose aortique ou bien coaction de l'aorte. L'hypertension artérielle provoque une insuffisance cardiaque ou bien une dysfonction systolique. On sait très bien que le sang va migrer de la cavité où la pression est élevée vers une cavité où la pression est faible. Donc, dans le cas où on a une hypertension artérielle, la pression au niveau des vaisseaux, ou exactement au niveau de l'aorte, sera très élevée par rapport à la pression intraventriculaire. Donc, le ventricule n'arrive pas à pomper le sang. Parce que la pression intravasculaire est par rapport à la pression dans le ventricule. Voilà, c'est pour ça. Ou bien du ventricule droit dû à une hypertension pulmonaire. Sténose mitrale, sténose pulmonaire. Le ventricule droit, le ventricule droit va pomper le sang dans les artères pulmonaires vers les poumons. Et lorsque la pression des artères pulmonaires va augmenter, elle sera supérieure à la pression intraventriculaire du ventricule droit. Donc le ventricule droit n'arrive plus à pomper le sang. Voilà. Soit par baisse de la contractilité qui est due à un infarctus du myocarde, une cardiomyopathie dilatée ou hypertrophique, une myocardite, une maladie endocrine ou neuromusculaire. هادو ما نقدروش نتعمقوا فيهم بزاف باسكو كون نتعمقوا في كل وحده فيهم بلي ديطاي راح تشد لنا سوايع بزاف. Voilà. Deuxièmement, l'insuffisance cardiaque avec dysfonction diastolique et à fraction d'éjection normale. Dans ce cas, la fonction d'éjection est conservée. Le cœur ne se relâche pas. Le cœur ne se relâche pas suffisamment et il y a un obstacle qui gêne son remplissage. C'est-à-dire, dans ce cas, le problème est l'éjection. Le problème est le remplissage. La quantité de sang qui arrive, le cœur, elle est قليلة بزاف. Du coup, on aura une insuffisance cardiaque. Elle apparaît dans tous les cas où il y a une gêne au remplissage. Dans une cardiomyopathie restrictive, péricardite constrictive, tamponnade cardiaque, tachyrythmie, obstruction intracardique. Voilà. Remarque, la fraction d'éjection reste normale. Par contre, le volume d'éjection systolique baisse. C'est très important. La fraction d'éjection reste normale, mais le volume d'éjection systolique va diminuer. C'est simple, la loi. La fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique. On a une gêne de remplissage. Donc le volume télédiastolique va diminuer. Ce qui provoque une diminution du volume d'éjection systolique. Vu que les deux ont diminué, donc la fraction d'éjection reste normale. L'évolution de l'insuffisance cardiaque. D'abord, on a la phase compensée. Les mécanismes compensateurs réussissent à maintenir le débit cardiaque, mais à court terme. À court terme,
les mécanismes compensateurs sont bénéfiques à court terme. Deuxièmement, on a la phase non compensée. C'est les mécanismes compensateurs s'épuisent et le cœur n'arrive plus à satisfaire les besoins. Les mécanismes compensateurs sont épuisés, c'est bon. ما يقدروا يديروا لنا والو. Et هنا تبدا l'insuffisance cardiaque. Remarque, tous les mécanismes compensateurs sont bénéfiques à court terme. Par contre, à long terme, l'insuffisance cardiaque va s'aggraver encore plus. Mécanisme d'adaptation. On commence par la stimulation noradrénergique. C'est un mécanisme immédiat mais s'épuise rapidement. Le problème, c'est la majorité des mécanismes d'adaptation sont immédiats mais à court terme, sont bénéfiques. Mais à long terme, ils vont aggraver l'insuffisance cardiaque encore plus. C'est le défaut. Donc, la baisse de la pression artérielle au niveau de l'aorte. La pression artérielle va diminuer. Parce que le sang arrive, la quantité de sang qui sera pompée par le ventricule gauche dans le système artériel va diminuer. Donc, on aura une diminution de la pression artérielle. Je pense que c'est clair. Donc, la baisse de la pression artérielle au niveau de l'aorte va diminuer et elle sera détectée par les barorécepteurs. Les barorécepteurs sont situés au niveau de l'aorte, bien sur la paroi des artères, voilà. Entraînant une augmentation de la stimulation sympathique. Donc la diminution de la pression artérielle va être détectée par les barorécepteurs, ce qui entraîne une stimulation sympathique, une augmentation de la stimulation sympathique. Et cette augmentation de la stimulation sympathique va induire une augmentation de la fréquence cardiaque, une vasoconstriction et stimulation du sang vers les organes vitaux, et une augmentation de l'inotropisme. L'inotropisme, c'est la capacité des cellules myocardiques à se contracter. Le cercle vicieux, c'est pour ça qu'on a les mécanismes d'adaptation sont bénéfiques à court terme. À long terme, ils vont aggraver l'insuffisance cardiaque encore plus. Donc, la stimulation sympathique va augmenter la fréquence cardiaque et induit une vasoconstriction. Donc, l'augmentation de la stimulation sympathique va augmenter la fréquence cardiaque et induit une vasoconstriction. D'un côté, la vasoconstriction va augmenter la pression artérielle. Et lorsque la pression artérielle devient supérieure à la pression intraventriculaire, le cœur va trouver des difficultés à pomper le sang. La pression artérielle va devenir supérieure à la pression intraventriculaire. Donc le cœur n'arrive plus à pomper le sang. Ce qui va aggraver l'insuffisance cardiaque encore plus. D'un autre côté, l'augmentation de la fréquence cardiaque sera bénéfique. Mais au-delà de 120 battements par minute, le cœur va se contracter plus vite et le temps de remplissage va diminuer. Donc le volume télédiastolique va diminuer, le volume d'éjection systolique va diminuer et l'insuffisance cardiaque va s'aggraver encore plus. Et elle dit aussi le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Le deuxième mécanisme d'adaptation est le système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est quoi l'effet de ce système? Tout d'abord, la rétention hydrosaline. Elle va provoquer une rétention de sodium et de l'eau par effet de l'angiotensine 2 et l'aldostérone. On sait très bien que l'aldostérone favorise la réabsorption du sodium au niveau du néphron. Et une réabsorption du sodium va être associée à une réabsorption de l'eau. Ça, c'est clair. Deuxièmement, on aura une rétention de l'eau par la stimulation du centre de soif et la libération d'ADH. L'ADH, ou bien vasopression, bien l'hormone antidiurétique, va augmenter la réabsorption de l'eau au niveau du néphron. Conséquence, augmentation de la volémie et du retour veineux. Donc, augmentation du volume télédiastolique et du débit cardiaque. Vasoconstriction systémique par effet de l'angiotensine 2. C'est le plus puissant vasoconstricteur. L'angiotensine 2 provoque une vasoconstriction.
ça c'est clair. Le troisième mécanisme d'adaptation est la libération des peptides natriurétiques. Ces peptides sont augmentés en cas d'une insuffisance cardiaque. C'est l'ANP sécrété par l'auricule, BMP sécrété par le ventricule et la CMP sécrétée par l'endothélium vasculaire. Une petite remarque, en cas d'une insuffisance cardiaque, on dose la BMP. Toujours, soit la BMP, soit la NT-proBNP. L'effet de ces peptides natriurétiques, vasodilatation, augmente la diurèse, effet antagoniste au système rénine-angiotensine. C'est un système qui va s'opposer au système rénine-angiotensine. Donc lorsque le système rénine-angiotensine-aldostérone ne soit plus bénéfique, il commence à aggraver l'insuffisance cardiaque, ces peptides natriurétiques راح يدخلوا. هذه هي. Le quatrième mécanisme est l'hypertrophie et le remodélage cardiaque. Tout d'abord, le remodélage cardiaque lors de l'augmentation de la précharge. Cette augmentation va entraîner une surcharge volumétrique et cela va provoquer une dilatation et une augmentation du diamètre de la cavité par étirement des fibres myocardiques. C'est l'hypertrophie excentrique. Hypertrophie excentrique, c'est-à-dire la cavité va augmenter de volume, va s'hypertrophier, mais de l'extérieur, pour que le volume de la cavité augmente. Et on a le remodélage cardiaque lors de l'augmentation de la post-charge. Dans ce cas, pour faire face à une augmentation de la post-charge, s'installe l'hypertrophie concentrique, hypertrophie des parois internes des ventricules. C'est-à-dire en cas d'une augmentation de la post-charge, c'est-à-dire les forces opposantes qui s'opposent à la contraction, les ventricules vont s'hypertrophier, mais de l'intérieur. C'est une hypertrophie concentrique. Parce que lorsqu'ils vont s'hypertrophier de l'intérieur, la force de contraction va encore augmenter. Donc la post-charge va être réduite. Voilà. Une remarque, mais si cette hypertrophie concentrique s'accroît plus vite que la dilatation, on aura une diminution du volume télédiastolique et l'insuffisance cardiaque va s'aggraver encore plus. Donc, dans le cas où l'hypertrophie concentrique va être plus vite que l'augmentation de la post-charge. La post-charge, c'est bon, la post-charge sera réduite. Mais le volume de la cavité va diminuer, ce qui provoque une diminution du volume de remplissage, c'est-à-dire le volume télédiastolique. Et cela va entraîner une diminution du volume d'éjection systolique. Et l'insuffisance cardiaque va s'aggraver encore plus. Voilà. C'est pour ça qu'on relève toujours les mécanismes d'adaptation, bien les mécanismes compensateurs sont bénéfiques à court terme. À long terme, ils vont aggraver l'insuffisance cardiaque. Les formes cliniques. Tout d'abord, l'insuffisance cardiaque gauche. Manifestation antérograde, déterminée par la diminution du volume, manifestation antérograde déterminée par la diminution de la performance systolique. C'est-à-dire, tout d'abord, on aura une diminution de la performance systolique. L'éjection, problème d'éjection. On aura une diminution de la fraction d'éjection, entraînant une diminution du volume artériel effectif. Le trouble majeur est une diminution de la perfusion tissulaire, c'est-à-dire le volume de sang qui va arriver au tissu sera diminué. Et cela va provoquer une diminution de la perfusion du système nerveux central, une diminution de la perfusion des muscles striés qui provoque une asthénie d'effort, c'est-à-dire une fatigue, une diminution de la perfusion de la corticale rénale, ce qui provoque une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone avec oligurie. Manifestation rétrograde. La diminution du volume d'éjection systolique va augmenter la pression intraventriculaire qui se transmet rétrogradement dans l'oreillette gauche,
puis dans les veines pulmonaires, puis dans les capillaires pulmonaires, entraînant une stase, c'est-à-dire une accumulation, et une congestion véno-capillaire pulmonaire. مور ما يكون عندنا une dysfonction systolique, une diminution de la performance systolique. Le sang là, il يلحق le ventricule, mais il ne sera pas éjecté. Donc au fur et à mesure, le volume de sang dans le ventricule gauche va être très élevé. Et dans ce cas, la pression intraventriculaire du ventricule gauche va augmenter. Et elle va devenir supérieure à la pression intra-auriculaire. Donc le sang va y aller du ventricule gauche vers l'atrium gauche. Et de l'atrium gauche vers les artères pulmonaires, puis dans les capillaires pulmonaires, et il finit dans les poumons. Et dans ce cas, on aura une accumulation de sang dans les poumons, ce qui provoque une dyspnée et un œdème pulmonaire. Deuxièmement, l'insuffisance cardiaque droite. Manifestation antérograde déterminée par la diminution de la performance systolique du ventricule droit, la diminution de la fraction d'éjection du ventricule droit entraîne une diminution du remplissage du ventricule gauche. C'est logique, vu que l'éjection du ventricule droit va diminuer, donc le volume télédiastolique du ventricule gauche va diminuer. Et on aura les mêmes conséquences que l'insuffisance cardiaque gauche, en cas d'une diminution de la performance systolique. Manifestation rétrograde. La diminution du volume d'éjection systolique du ventricule droit va augmenter la pression intraventriculaire du ventricule droit, qui se transmet rétrogradement dans l'oreillette droit, puis dans les deux veines caves, supérieure et inférieure. Dans ce cas, la pression hydrostatique intraveineuse va augmenter. C'est logique. Et lorsque la pression intraveineuse, on sait très bien la pression hydrostatique, le rôle est de dégager le sang des veines. Plus elle augmente, plus le sang va sortir des veines vers le milieu interstitiel. Et cela va induire une stase et une congestion veineuse systémique qui se manifeste par une turgence des veines jugulaires, une stase et congestion hépatique. On aura une hépatomégalie douloureuse, une stase des veines rénales avec oligurée et hématurie, une stase des veines mésentériques avec anorexie et une stase des veines des membres inférieurs avec des œdèmes périphériques. Voilà. لحقنا لا fin تاع لا فيديو. J'espère que عاونتكم شويه. لو كان شويه. Le cours de l'insuffisance cardiaque, il est d'un côté simple, d'un côté compliqué. تسمى قد ما تعمق فيها راح تتلفلك. جيسبر نكون عاونتكم شويه، ويا لو كان شويه ما تنساوش تدعوا لنا بالخير، ونتلاقاو في ساعة خير ان شاء الله. سلام عليكم.